Alors, dans cette dernière vidéo d'une série consacrée à l'étude de vibration d'un système linéaire à 1 degré de liberté amorti avec une force de frottement de type visqueux, on va voir le deuxième cas où le delta, c'est-à-dire le discriminant, égale à 0. On va avoir vu dans les des vidéos précédentes les cas où le delta était égal à supérieur à 0 et delta inférieur à 0 avec toutes les propriétés que représente le mouvement de la masse attachée à un ressort pour un amortissement fort pour le cas de delta supérieur à 0 et pour un amortissement faible dans le cas où delta était inférieur à 0. Alors dans le deuxième cas où le delta égale à 0, on a gamma au carré bien sûr moins oméga 0 au carré égale à 0, ce qui donne gamma égale à oméga 0. C'est un cas particulier avec bêta qui doit être égal à 2m oméga 0. Alors pour la solution de l'équation caractéristique R au carré moins 2 gamma R plus oméga 0 égale à 0, on a une solution double, c'est-à-dire que R1 égale à R2 puisque delta est nul. Alors les solutions de l'équation différentielle sont donc x1 égale à a1 exponentielle moins gamma de t et x2 égale à a2 exponentielle moins gamma de t. Alors une combinaison linéaire des deux solutions est aussi une solution générale telle que x de t égale à a1 exponentielle moins gamma de t plus a2 exponentielle moins gamma de t. Sauf que cette fois-ci on tombe sur un seul terme de la solution puisque on a exponentielle moins gamma de t, exponentielle moins gamma de t. C'est comme si on a une constante a plus a1 plus a2 exponentielle moins gamma de t égale à a exponentielle moins gamma de t, car les deux solutions sont linéairement dépendantes l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'on peut exprimer la première solution en fonction de la deuxième solution d'une façon linéaire. Alors ce n'est pas une solution générale car elle ne contient qu'une seule inconnue a, alors que l'équation différentielle correspondante est du second ordre. C'est-à-dire la solution générale doit être doit contenir deux inconnues, alors que ici il n'y a qu'une seule inconnue. Voilà. Alors une méthode pour trouver le deuxième terme de la solution consiste à considérer la constante a, voilà, cette constante qu'on a considérée comme constante, comme dépendante du temps. Voilà. Alors on peut proposer une solution sous cette forme, telle que x égale à a de t exponentielle moins gamma de t, et en remplaçant dans l'équation différentielle, bien sûr l'équation différentielle du système, voilà, après dérivation, voilà, x point c, on doit dériver a, le terme a, et le terme exponentiel moins gamma de t, voilà ce qui donne cette expression. Bien sûr, une deuxième dérivation nous donne cette expression, vous pouvez le vérifier, c'est quelque chose de très simple. Maintenant, si on remplace le x2 point, x point et x dans l'équation différentielle, voilà, on tombe sur ce terme, voilà, égal à 0. Avec a 2 points plus oméga 0 moins gamma au carré a exponentielle moins gamma de t égale à 0. Voilà. Mais on sait que oméga 0 au carré égale à gamma au carré, puisqu'on est dans le cas où delta, le discriminant, égale à 0. C'est pour ça on a ce terme qui s'annule. Et en fin de compte, on tombe sur le terme a 2 points, c'est-à-dire la dérivée deuxième par rapport au temps de a égale à 0. Ce qui donne, par intégration, a de t s'écrit sous cette forme c fois t plus e, avec t c'est la variable indépendante de temps, ça donne, avec c une constante et e c'est une constante d'intégration. Alors ce qui permet d'écrire la solution sous la forme
x de t, alors remplaçons a de t par son expression, c de t plus e exponentielle moins gamma de t. Alors une combinaison linéaire entre les deux solutions donne la solution générale, c'est-à-dire la solution qu'on a trouvée auparavant, voilà, plus avec une combinaison linéaire avec la deuxième solution, la deuxième forme de la solution. Bien sûr, E et A sont absorbés dans une constante, voilà, et on tombe sur la solution générale de l'équation différentielle dans le cas où le delta est égal à 0, c'est c fois t plus d exponentielle moins gamma de t. Alors c et d, ce sont des constantes, alors que t représente le temps. Alors quelques commentaires. Alors puisque x de t est une quantité réelle car représentant un déplacement, c et d doivent être elles aussi réelles. Voilà, parce que exponentiellement gamma de t c'est un réel, c'est une quantité réelle. Alors, comme dans le cas où delta est supérieur à 0, il n'y a pas de terme dans la solution trouvée indiquant un quelconque mouvement d'oscillation, il n'y a pas de terme exponentiel j oméga t par exemple, ou sinus ou cosinus, tout en remarquant ici que gamma est une constante réelle positive. Voilà. Alors les valeurs physiques des constantes c et d sont définies par les conditions initiales. Voilà, conditions initiales qu'on peut les utiliser, x0 égale à x0 et x point montant égale à 0 égale à v0, c'est-à-dire on peut lâcher la masse avec une vitesse initiale v0. Alors si on remplace ici dans l'équation t par 0, on aura d égale à x0. Maintenant, on dérive l'expression de x et on remplace par t égale à 0. Et en l'égalant à v0, on aura cette expression c moins gamma d égale à v0. Bien sûr, d, c'est x0. Alors, en remplaçant ici, on aura c égale à v0 plus gamma x0. Et l'expression du déplacement de la masse par rapport à sa position d'équilibre s'écrit sous cette forme, en fonction bien sûr des conditions initiales et avec un terme décroissant exponentiel moins gamma de t, bien sûr avec un polynôme d'ordre 1. Voilà. C'est l'équation générale dans le cas où le delta égale à 0, c'est-à-dire que le gamma égale à oméga 0. Alors, on reprend toujours l'exemple précédent d'une masse M attachée à un ressort de raideur K et soumise à une force de frottement de type visqueux. Cette masse est écartée de sa position d'équilibre d'une distance x0 égale à 10 cm, puis lâchée sans vitesse initiale de 0. Alors, on vous demande quelle doit être la valeur du coefficient d'amortissement bêta pour que le système ait ce type de mouvement, c'est-à-dire pour qu'on tombe sur cette expression du mouvement. Alors pour cela, on a gamma, la condition c'est que gamma doit être égal à oméga 0. En remplaçant gamma par son expression, c'est-à-dire bêta sur 2m égale à racine carrée de bêta, ou encore bêta égale à 2m fois la racine carrée de k sur m. Alors remplaçons m par 0,2, voilà. Alors 0,4 fois racine carrée de 1 sur 0,2 égale à 0,89 kg par seconde. Alors pour tomber sur ce cas-là, il faut que bêta ait la valeur de 0,89 kg par seconde. Bien sûr, dans ce cas, gamma doit être égal à racine carrée de 5, de 2,24, et on aura l'expression du déplacement x de t égale à 0,224 t plus 0,1, puisque 0,1 c'est le déplacement, alors que v0 égale à 0. Voilà. Exponentielle moins 2,24 t. Alors,
ici on trace, je donne l'allure de x de t en fonction du temps, dans le cas où gamma égale à oméga 0. Alors, on voit bien que le système, la masse, ne fait que revenir à sa position d'équilibre sans dépasser sa position d'équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de phénomène d'oscillation. Voilà. Alors la masse, une fois lâchée, ne fait que revenir à sa position d'équilibre sans la dépasser. Mais le mouvement est plus rapide que celui dans le cas où le mouvement était apériodique. C'est-à-dire que à chaque fois que le coefficient de frottement est diminué, tout en étant dans le régime apériodique, l'évanouissement se fait rapidement, voilà, jusqu'à atteindre un seuil critique, voilà, un seuil critique où le mouvement, la masse reste toujours sans oscillation, mais son mouvement s'évanouit rapidement. Voilà, c'est la différence entre le mouvement apériodique et le mouvement dit critique. Voilà. Alors, on appelle ce mouvement critique car il représente la limite entre deux types de mouvements apériodiques et oscillatoires. Voilà. Alors, c'est le point ou la valeur de gamma pour lequel on passe du régime apériodique où gamma est supérieur à oméga 0, c'est-à-dire un amortissement fort, vers un régime oscillatoire où la masse fait des oscillations autour de sa position d'équilibre et où gamma est inférieur à oméga 0. C'est pour ça qu'on l'appelle un régime ou un mouvement critique qui a lieu pour une valeur de bêta égale à 2m oméga 0 ou encore pour gamma égale à oméga 0. Alors le régime critique trouve son utilité, c'est une remarque très importante. Le régime critique trouve son utilité quand on a besoin d'un objet qui revient rapidement à sa position d'équilibre sans la dépasser. Par exemple, dans ce qu'on appelle les galvanomètres anciens, alors on a une aiguille qui indique la tension par exemple ou le courant, et on a intérêt à ne pas attendre la déviation de l'aiguille pour longtemps, et d'un autre côté on n'a pas intérêt à voir l'aiguille faire des oscillations autour de la position indiquée. Voilà, c'est pour ça on doit régler ce système sur le régime critique, par exemple. C'est un exemple, voilà. Alors c'est ce qu'on appelle le mouvement critique, et je vous donne ici une représentation, voilà, du système. Alors toujours on a x0 égale à 100 mm, c'est-à-dire 10 cm. La vitesse, on lâche la masse avec une vitesse v0 égale à 0. Maintenant j'ai déjà réglé la valeur de lambda, ou bien sûr c'est gamma dans notre cas, pour qu'elle soit égale à la valeur de oméga 0, c'est-à-dire par exemple 1 second 2 et 1 second 2, c'est bien le régime critique, voilà, et on voit bien que voilà, la masse ne dépasse pas sa position d'équilibre, mais on voit bien que sa décroissance, l'évanouissement du mouvement est plus rapide que celui apériodique. Voilà. C'est plus rapide, mais ça ne dépasse jamais le régime à la position d'équilibre. Alors maintenant, si jamais on donne une valeur de lambda
inférieur à oméga 0, on va tomber sur le régime oscillatoire. Voilà. Maintenant, par exemple, je diminue la valeur de lambda. On voit bien que c'est voilà. Il y a quelque chose qui cloche ici parce que on doit avoir, puisque pour lambda inférieur à oméga 0, on doit avoir des oscillations, alors que ici ça ne marche pas parce que voilà, normalement ça donne un mouvement oscillatoire une fois le lambda est inférieur à oméga 0. Mais comme on l'a vu déjà, c'est l'essentiel, c'est que lambda soit supérieur à inférieur à oméga 0. Maintenant, si on donne une valeur très importante de lambda, on voit bien que c'est un régime apériodique. Voilà. C'est un régime apériodique, alors que par exemple pour quelque chose qui est très petit, voilà, on aura des oscillations. Alors, ce sont là les trois cas de discriminants qui représentent trois types de mouvements. Apériodique pour delta supérieur à 0, oscillatoire pour delta inférieur à 0 et critique pour delta égal à 0. Maintenant, on va passer à autre chose très importante, c'est ce qu'on appelle le bilan des énergies. Et on a vu que d'un point de vue énergétique, l'amortissement du mouvement du système est dû à une perte d'énergie à cause de la présence des forces de frottement qui vont faire en sorte que le système perd de l'énergie au fur et à mesure que le temps passe au profit de l'environnement sous forme de chaleur non récupérable. Voilà. Alors pour cela, on doit reprendre l'équation différentielle du système mx de point plus kx plus bêta x point égale à 0. On peut la réécrire sous cette forme, mx de point plus kx égale à moins bêta x point. Alors on multiplie les deux termes par x point, voilà, mx point de fois x de point plus kx point x moins égale à moins bêta x point au carré, voilà. Alors on remarque que la dérivée par rapport au temps de x point au carré, c'est bien 2x point x de point, alors on voit apparaître ce terme-là. Alors que la dérivée par rapport au temps de x2 égale à 2x point x, et on voit apparaître ce terme-là, ce qui nous permet d'écrire l'expression ci-dessus sous cette forme. La dérivée par rapport au temps de 1,5 de mx point au carré donne ce terme-là, alors que la dérivée par rapport au temps de 1,5 de kx au carré donne ce terme-là, égale à moins bêta x point au carré. Et on reconnaît ici l'expression de l'énergie cinétique de la masse, alors que 1,5 de kx au carré, c'est bien l'énergie potentielle du système. Alors, la dérivée par rapport au temps de l'énergie totale, puisque l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, c'est l'énergie totale du système, égale à moins bêta x point au carré, qui est négative, puisque bêta c'est une valeur positive, alors que x point au carré, c'est toujours positif. Alors, on voit bien que à cause de la présence de la force de frottement, l'énergie totale du système n'est plus conservée, puisque sa dérivée par rapport au temps, elle n'est pas nulle, contrairement au cas où le système était libre, c'est-à-dire sans frottement, où la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps était égale à 0. Alors, dans ce cas, il y a une perte d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie totale diminue avec le temps. Voilà. Avec un temps égal à moins bêta x
point au carré. Alors l'énergie diminue avec le temps, avec un temps égal à bêta x point au carré, qui est variable dans le temps. Alors que représente la quantité alors que représente la quantité bêta x point au carré? Alors pour répondre à cette question, calculons le travail élémentaire fait par la force de frottement F, petit f, égale à moins bêta x point lors d'un déplacement infinitésimal dx. Alors dw égale à moins bêta x point dx égale à moins bêta x point. Alors on multiplie dt ici et on divise par dt égale ce qui donne dx avec dx sur dt égale à x point moins bêta x point au carré d dt. Voilà. Alors bêta x point au carré, c'est l'énergie dissipée par frottement sous forme calorifique non récupérable pendant un temps dt. Alors que bêta x point au carré, c'est bien une énergie par un temps. Alors c'est par définition, c'est une puissance de dissipation. Voilà. Alors l'énergie dissipée perdue par frottement pendant la période pendant la première pseudo-période TA peut être obtenue en calculant l'intégrale suivante. Voilà. Cette intégrale donne l'expression, bien la quantité de l'énergie perdue pendant, par exemple, une pseudo-période. Voilà. Alors, maintenant, on calcule la variation de l'énergie totale du système avec le temps. On aura t égale à 1 demi de mx point au carré. Bien sûr, x, on a cette expression, par exemple, on a pris ici le cas du mouvement oscillatoire. On pouvait prendre le cas du mouvement apériodique ou critique, mais il fallait choisir un cas. Alors pour cela, on a choisi le cas d'un mouvement oscillatoire qui s'écrit sous cette forme: x égale à a exponentielle moins gamma de t cosinus oméga a t plus phi. Alors la dérivée, on dérive cette expression-là, on a cette expression, vous pouvez le vérifier. Après réarrangement, bien sûr, on fait sortir les a, voilà, les exponentielles moins gamma de t, on aura cette expression. Maintenant, on peut multiplier par la racine carrée de gamma au carré plus oméga a au carré et diviser par la racine carrée de gamma au carré plus oméga a au carré. Voilà. Et on fait un changement de variable, tel que cosinus psi égale à gamma sur la racine carrée, sinus psi égale à moins oméga a, la racine carrée de cette expression, avec pour rappel, on a gamma au carré plus oméga a au carré égale à oméga 0 au carré. Voilà. Alors, on a cette expression. Après, voilà, on remplace cette expression par cosinus psi et cette expression par sinus psi. Voilà. On aura cosinus psi, cosinus oméga, moins sinus, sinus. Alors, une relation trigonométrique nous donne cette expression de telle façon que x point de t égale à moins a oméga 0 exponentielle moins gamma de t cosinus oméga a t plus phi plus psi. Voilà. Alors, on tombe sur l'expression de l'énergie cinétique qui est égale à cette expression. Voilà, 1 demi de m fois le carré de la vitesse. Bien sûr, U, l'énergie potentielle, égale à 1 demi de k x au carré. Voilà, on a cette expression. En fin de compte, on aura l'énergie totale qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle qui peut s'écrire sous cette forme. Voilà, on a fait sortir ce facteur commun avec m oméga 0 au carré qui est égal à k. Voilà. On repasse m oméga 0 au carré ici par k et on aura cette expression de l'énergie totale. Voilà. Alors, il est commode
de calculer non pas l'énergie instantanée, mais plutôt l'énergie moyenne du système qui est définie comme 1 sur TA, l'intégrale de 0 à TA, ET, c'est-à-dire l'expression instantanée de l'énergie totale, dt. Alors dans le cas d'un frottement faible où gamma est très très petit devant oméga 0, on peut considérer avec une bonne approximation que le terme exponentiel moins 2, voilà l'expression moins, est constante sur une période, de telle façon qu'on peut le faire sortir de l'intégrale. Voilà. Alors on peut le faire sortir de l'intégrale 1 demi de k a au carré exponentiel moins gamma de t, 1 sur t, l'intégrale, voilà, l'intégrale de e de t de 0 à ta, voilà, de 0 à 2ta. Voilà. Et après un calcul facile, voilà, vous pouvez vérifier que cette intégrale vaut ta sur 2, de même que cette intégrale qui vaut elle aussi ta sur 2. Alors ta avec saute avec ta, 1 demi c'est 1. Alors on aura l'énergie moyenne de T, c'est-à-dire l'énergie moyenne totale du système oscillatoire amorti égale 1 demi de k a au carré exponentiel moins 2 gamma t, c'est-à-dire que l'énergie moyenne, l'énergie totale moyenne est à une forme décroissante. Alors on peut écrire par exemple dans le cas où x, la masse est lâchée avec à une distance x0 et son vitesse initiale, on peut vérifier que cette expression est l'énergie totale du système à t égale à 0. C'est pour ça qu'on écrit E0 exponentielle moins 2 gamma t. Voilà. Alors on voit bien que après un temps t égale à 1 sur 2 gamma égale à tau, alors on vient à la définition de ce terme. Voilà. L'énergie totale moyenne aura une valeur de E0 sur E. C'est pour ça au début de cette série de vidéos, j'ai défini un coefficient tau qui est le temps, voilà, qui a une dimension d'un temps, et que nous venons ici de le revoir, puisque après un temps égal à tau, l'énergie totale moyenne aura une valeur de E0 sur E. Alors ce sont des conventions des gens qui travaillent dans ce domaine, dans le domaine des systèmes oscillatoires amortis, c'est de définir un coefficient. Alors on voit bien que l'énergie totale moyenne décroît avec le temps jusqu'à s'annuler. Alors lorsque l'énergie totale s'annule, c'est-à-dire que le système n'a plus d'énergie qui lui permet de se déplacer et le système s'amortit. Maintenant, une dernière chose, on va tracer la variation de oméga 0 V en fonction de X pour un système libre sans frottement. Voilà. C'est-à-dire ce travail, on va le faire pour voir ce comportement. Voilà. Vous voyez ici un comportement de la variation de V sur oméga en fonction de X, et on va voir pourquoi ce comportement de cette variation. C'est pour cela on va tracer sur l'axe des ordonnées V sur oméga, alors que sur l'axe des abscisses on va tracer X, et on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors pour cela on a l'énergie. Alors on va voir tout d'abord pour un système libre sans frottement, et on va voir que l'énergie totale du système 1 demi de mx point au carré plus 1 demi de kx au carré égale à une constante
qui est égal, par exemple, lorsque on va écarter la masse d'une distance x0 et on la lâche sans vitesse initiale, c'est-à-dire qu'on va donner au système une énergie potentielle 1,5 de kx au carré. Cette énergie va être une partie va être convertie en énergie cinétique et le reste c'est l'énergie potentielle. Mais à chaque fois qu'on calcule la somme des deux énergies, on doit trouver 1,5 de kx0, c'est la conservation de l'énergie totale. Alors maintenant, 1,5 saute, on divise m par k, voilà, k ici et k ici, et on a bien m sur k égale à c'est oméga 0, c'est oméga 0, alors c'est v sur oméga 0, et non pas v, voilà, et non pas v sur oméga 0. Alors plus x au carré, voilà, plus x au carré, alors on a m sur k v au carré plus x au carré égale à x0 au carré, voilà, ce qui donne v sur oméga 0, puisque m sur k c'est l'inverse de oméga 0 au carré, plus x au carré égale à x0 au carré. Alors c'est bien une équation d'un cercle de rayon constant dans le temps x0, voilà, avec les deux variables v sur oméga 0 et x. V sur oméga 0 c'est sur l'axe des ordonnées, alors que x c'est l'axe des abscisses. Voilà, on voit bien que c'est une équation d'un cercle et on va vérifier ici. Voilà. Alors, dans le cas d'un système libre, c'est-à-dire que gamma est nul. Voilà, il n'y a pas de frottement. Alors, on va prendre lambda égale à 0 et on va voir, voilà, ce que c'est un cercle. Alors c'est le mouvement, voilà, l'évolution dans le temps, c'est paramétrique, c'est une équation paramétrique, c'est-à-dire x dépend du temps, v dépend du temps, mais on a éliminé des deux équations, des expressions de v et de x le temps, voilà, et on a une forme d'un cercle qui représente l'évolution de la vitesse divisée par oméga en fonction de la distance. Voilà. Maintenant, on va passer au cas où le frottement est présent, c'est-à-dire un système amorti, et on trace toujours la variation de V par rapport sur oméga 0 en fonction de x. Bien sûr, l'énergie totale du système, on a vu que la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps est égale à moins bêta x point au carré. C'est une fonction décroissante. Alors, on intègre, puisque ce terme-là c'est ut, on intègre, on a dut égale à moins bêta x point au carré dt. Et on peut intégrer entre 0 le temps égal à 0 à un temps ultérieur t. Bien sûr, ici on doit intégrer sur le temps, c'est pour ça on a utilisé deux symboles différents, voilà. Et on a l'énergie qui est intégrée de 0 à ET. Donc le système est à t égale à 0. C'est-à-dire ici c'est le t égale à 0, c'est pas le 0. Il faut corriger. C'est l'énergie à t égale à 0. Alors voilà, je rectifie ici. Alors ce terme donne l'énergie totale en temps t moins l'énergie totale en temps égale à 0 égale à moins 0 à t bêta x point dt. Voilà. Alors l'énergie totale en un temps t égale à, bien sûr, l'énergie totale en temps égale à 0 moins cette énergie due à la dissipation de l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie totale n'est plus conservée et il y a une variation de l'énergie totale au cours du temps.
Alors bien sûr, l'énergie totale s'écrit sous cette forme, 1 demi de mx point plus 1 demi de kx au carré, égale 1 demi de kx point 0 au carré, puisque à t égale à 0, on a lâché la masse à une distance x0, sans vitesse initiale, c'est qu'on a donné une énergie potentielle au système, voilà, moins l'énergie de dissipation, voilà. Alors bien sûr, on élimine 1 demi ici, on multiplie par 2, on aura V de t sur oméga 0 au carré plus x au carré égale à x0 au carré moins 2, cette expression. Alors on voit bien que, contrairement au cas libre, on a toujours une équation d'un cercle, voilà, mais avec un rayon qui dépend du temps, c'est-à-dire qui décroît avec le temps. C'est une équation d'un cercle de rayon, racine carrée de x0 moins 2 à l'intégrale qui décroît avec le temps. C'est pour ça qu'on obtient pour un système amorti de mouvement ce comportement. Voilà, ce comportement. Alors on peut expliquer ce comportement, voilà, par le fait que les points ici appartiennent à des cercles de rayons qui décroît avec le temps. Voilà. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des points, dans le cas libre, des points qui appartiennent au même cercle, on a pour le cas amorti des points qui appartiennent à des cercles de rayons différents, décroissants. Voilà. Et bien sûr, le système, voilà, pour les conditions initiales, le système part de ce point, c'est-à-dire en x égale à 0,1 cm avec une vitesse qui est nulle. C'est pour ça le point part de cet endroit-là. Voilà. C'est juste pour expliquer ce comportement. Et avec cette partie-là, nous terminons cette série de vidéos concernant l'oscillation d'un système à 1 degré de liberté avec une force de type visqueux. Merci.